Est-ce que vous vous posez des questions sur votre travail comme est-ce que je suis toujours à la bonne place ou dans la bonne entreprise? Alors je me suis moi-même posé toutes ces questions. J'ai fait le grand saut il y a plus de 17 ans, changeant de voie et de métier. Et j'ai mis plusieurs années à mettre en place mon changement professionnel. J'aurais aimé à l'époque pouvoir être accompagnée pour y voir plus clair, plus rapidement. Alors c'est pourquoi aujourd'hui je suis heureuse de vous présenter notre partenaire Chance qui propose un parcours de coaching 100% en ligne pour vous aider à construire votre projet professionnel. Avec Chance, vous alternez des exercices d'auto-coaching et des visios avec un coach professionnel choisi sur mesure pour vous aider à renouer avec vos aspirations profondes et vos moteurs. Le petit plus que j'aime et qui change tout, c'est la force de la communauté Chance qui est à vos côtés, prête à échanger, à vous épauler ou à vous ouvrir son réseau. Alors en résumé, un vrai accompagnement sur 12 semaines pour construire le projet pro qui sera en harmonie avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Détail non négligeable, le parcours est 100% finançable grâce à votre compte personnel de formation. Alors les amis, c'est le moment de profiter de l'été pour prendre du temps pour vous et de votre avenir. Rendez-vous sur le site chance.co pour faire le point avec un conseiller et préparer votre nouvelle vie pro pour la rentrée. Bienvenue dans la saison 4 de Métamorphose. Chaque semaine, je vous invite à la découverte de sujets lumineux avec des personnalités qui portent une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Sommes-nous libres? Ce sujet n'a cessé d'occuper intellectuels et philosophes au cours des siècles. À quel moment et surtout comment pouvons-nous perdre tout ou partie de notre libre arbitre? Auteur de nombreux romans best-sellers, mon invité du jour s'emploie à éveiller nos consciences à travers ses romans. Habitué aux sujets lumineux qui nous aident à retrouver une forme de liberté intérieure, il nous illumine dans son dernier livre sur ce que nous sommes en train de vivre depuis 2 ans, en traitant cette fois d'une autre forme de liberté, celle que nous détenons à un niveau collectif en tant que citoyens. Le titre de son nouvel opus, Le Réveil, nous invite à explorer comment il est possible de se réapproprier notre liberté, à penser par nous-mêmes en découvrant notamment des vérités parfois dissimulées au grand jour. Bonjour Laurent Gounel. Bonjour Anne, bonjour à tous. Alors bonjour à toutes et à tous. Évidemment, je suis ravie de recevoir mon cher Laurent Gounel aujourd'hui. On va parler du sujet de ton nouveau livre. La liberté, un sujet qui revient souvent dans tes romans, plutôt sous l'angle de la liberté intérieure. C'était aussi le thème d'un autre de tes romans. Aujourd'hui, tu parles de notre liberté aussi de citoyen dans ton nouveau livre, Le Réveil chez Kalman Levy. Pourquoi la liberté, finalement, est-elle si importante pour toi? Cette vaste question, je le disais en intro, philosophique. Tout le monde se souvient de Montaigne qui affirmait que le rire est le propre de l'homme. Moi, j'ai envie de le paraphraser en disant que la liberté est le propre de l'homme. Et là, on peut s'appuyer sur d'autres philosophes, on peut s'appuyer sur Rousseau, on peut s'appuyer sur Sartre. En fait, Rousseau, dans sa grande œuvre du contrat social, commence, si ma mémoire est bonne, par ses premiers mots. Il dit « L'homme est né libre ». Sartre lui dit l'existence précède l'essence. Et par là, qu'est-ce qu'il entend par là? Et bien en fait, il entend le fait que les hommes naissent prématurés. Enfin, nous sommes de grands prématurés, contrairement aux animaux. L'animal naît et quelques heures plus tard, la plupart d'entre eux, ou quelques jours plus tard, ils savent déjà se dépatouiller, ils n'ont pas besoin des autres. Et en même temps, ils ne sont pas libres. Pourquoi? Parce qu'ils sont un peu esclaves de leur instinct. D'accord, à la naissance, je crois que Sartre a donné cet exemple, on peut prédire quelle sera la vie d'un chat. On sait que sa vie, il va la passer, par le sommeil, qui occupe une grande place dans la vie des chats, mais il va la passer à courir après les souris et les oiseaux. Et ça, on le sait avec une assez bonne certitude, exactitude. On ne va pas se tromper. L'homme, il est impossible de dire à la naissance d'une petite fille ou d'un petit garçon qu'est-ce qu'il ou elle va faire dans sa vie. On ne sait pas. Notre liberté vient aussi du fait que finalement, on est dépendant, finalement, on est très dépendant des autres.
d'accord ? Ce qui est d'ailleurs intéressant parce que, mais ce sera un autre sujet, un autre débat. D'ailleurs, ça met la rencontre avec l'autre au cœur finalement de notre vie, quoi. Mais surtout, n'étant pas esclave de notre instinct, ça nous permet de faire dans notre existence un petit peu ce qu'on en veut, quoi. Ouais, c'est ça. Donc la liberté, elle est vraiment essentielle. Je crois que c'est pas hasard si la Déclaration des droits de l'homme de 1789 a inscrit en article 1er « Les hommes naissent et demeurent libres ». Ça, ce sont les premiers mots de l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme. Ouais, bien, merci pour ce rappel essentiel. Comment est né ce roman un peu atypique, déjà par sa taille par rapport aux autres? Il est un peu moins gras, on va dire. Il est tout clair. fin. C'est clair, il paraît qu'il se lit en 2-3 heures. Oui, c'est ça. Eh bien, en fait, je prenais du recul sur la situation qu'on a tous vécue. Et quand je dis tous, c'est vraiment dans le monde entier. À savoir cette période de pandémie, avec ce virus un peu pénible et dangereux, qui a tué des gens et contre lequel il a bien fallu se protéger. D'accord ? Et donc, dans ce contexte, un certain nombre de mesures ont été prises qui étaient liberticides, ce que j'ai pu comprendre. Parce qu'à un moment donné, il faut bien se protéger. Donc, s'il faut faire un effort et renoncer à une partie de sa liberté, pourquoi pas ? Et puis, un jour, en fait, petit à petit, j'étais de plus en plus gêné par des décisions qui me semblaient pas rationnelles, pas raisonnables, pour ne pas dire totalement absurdes, hein, pour reprendre les termes d'un grand journal allemand qui avait titré « L'absurdistan » pour désigner la France. Et je me disais, alors au début, j'avais la tentation, un peu comme tout le monde, de dire, ils sont un peu cons quand même de prendre ce genre de mesures, du genre faire remplir une attestation pour sortir de chez soi, où on se donne l'autorisation à soi-même de sortir. On n'a pas eu ça en Suisse, par exemple, hein, nous. Oui, ça m'étonne pas. Hein. Pas aller à plus d'1 kilomètre de chez soi, et on se dit, mais pourquoi le virus va me sauter dessus au-delà d'un kilomètre? Et puis en plus, c'était tellement absurde qu'il y avait du coup des gens, je pense à Paris, par exemple, les gens s'entassaient sur les trottoirs. Alors si on leur avait dit, vous pouvez aller où vous voulez, ils seraient allés se promener en forêt de Fontainebleau, de Rambouillet ou je ne sais où. Non, ils s'entassaient sur les trottoirs où ils risquaient de se contaminer. Donc au début, c'était tentant de se dire, ils sont un peu bêtes. Hein. Et puis un jour, je me suis dit, bien sûr que non, en fait. On ne peut pas se retrouver ministre ou à ces postes-là sans être très intelligent. Donc il y a autre chose derrière, sauf que moi je voyais pas quoi, et puis évidemment je voulais pas entendre non plus les propos entre guillemets complotistes ou conspirationnistes qu'on pouvait entendre, parce qu'on a quand même entendu tout et n'importe quoi. Beaucoup de choses qui ont circulé, quoi. Voilà, beaucoup de choses qui ont circulé, voilà. Mais en même temps j'aime comprendre, quoi. Et puis, au bout de longs mois, j'ai eu éprouvé le besoin de me documenter. Et puis tu es économiste, je le redis, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne le savent pas, tu es économiste de formation. Donc ça t'intéresse en fait, comment ça fonctionne le monde, les rouages, etc. Oui, je suis très intéressé par les rouages économiques, par les rouages de la société. En fait, j'aime comprendre qu'est-ce qui fait une société, qu'est-ce qui est sous-jacent dans une société, qu'est-ce qui induit même telle ou telle culture, sur les sujets qui me passionnent. Donc j'ai voulu creuser, et puis comprendre aussi qu'est-ce qu'était que l'ingénierie sociale. Donc j'avais entendu parler vaguement, l'ingénierie sociale en langage commun, c'est la manipulation des masses, d'accord. Donc j'ai creusé la question, je me suis beaucoup documenté, et je le retrace dans le Réveil. Je retrace l'historique de la manipulation des masses, puisqu'on va peut-être en parler, mais tout a commencé il y a plus d'1 siècle maintenant. Et puis, je suis tombé sur des documents qui m'ont quand même troublé, même beaucoup troublé, puisque j'ai reconnu quand même des choses qu'on avait subies. Et qui ne pouvaient donc pas nous être arrivées par hasard, quoi. C'est ça. Alors, habituellement, tu crées des histoires positives qui contribuent à allumer des petites bougies, comme tu l'écris à la fin du livre, selon le précepte de Lao Tse. Alors, ce sujet, le réveil, qui parle d'un sujet quand même plus grave, qui serait la manipulation des masses, et tu vas revenir effectivement sur ce que tu as découvert et qui s'est passé maintenant il y a un petit moment. À quel moment tu t'es dit, c'est quand même important qu'il y ait aussi des intellectuels qui écrivent sur ces sujets-là, ce que tu dis à la fin de ton livre? Oui, c'est Camus qui disait, en fait, c'est le devoir des intellectuels de dire la vérité, de dévoiler les mensonges et de défendre la liberté aussi, disait-il, quoi. Moi, en fait, ce qui m'a poussé à prendre la plume sur ce sujet-là, alors que, tu le rappelles, moi, j'écris plutôt pour transmettre des choses positives, et j'ai jamais une posture de dénonciateur, quelque part. Ou de lanceur d'alerte. Voilà, ou de lanceur d'alerte. C'est le silence des autres, en fait, que j'ai trouvé assourdissant, notamment de la part des artistes qui sont souvent si prompts à prendre la parole sur tel ou tel sujet. Sur des causes. Oui, pour des causes. Et là, c'est silence radio, quoi. Tout le monde se taisait. Et je me suis dit, mais à un moment donné, c'est pas possible.
Donc j'ai commencé à en parler à quelques amis très proches, en leur disant, moi je crois que je vais prendre la plume, je vais écrire dessus. Et là c'était très étonnant, parce que des amis proches m'ont dit, ne fais surtout pas ça. Surtout pas ça, on va te démolir. Oui. Et c'est des gens qui étaient plutôt en accord avec les idées que je leur présentais. Donc ils étaient d'accord avec moi, mais ils me disaient, mais n'en parle pas. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Enfin, je suis en démocratie. En démocratie, quand même, dans le pays de Voltaire. Enfin, je peux pas me taire si je pense à quelque chose, si j'ai des idées que je souhaite défendre, mais je veux être libre d'en parler, quoi, sans être dans la peur, quoi. C'est ça. Alors, qu'est-ce que tu as découvert justement dans ces documents, je dois dire quand même assez édifiants, et puis les personnes qui liront ou qui ont déjà lu ton livre, effectivement, le découvriront. L'idée, c'est pas de tout dévoiler, mais quand même un peu peut-être donner une idée au départ, quoi. Est-ce que tu veux que je retrace un peu l'historique de l'ingénierie sociale, d'accord? Voilà, ça, donc, c'est tout très a bien. commencé en 1917 aux États-Unis. Aux États-Unis, il y avait un président qui s'appelait Woodrow Wilson, qui venait d'être réélu. Et qui souhaitait l'entrée en guerre de son pays, sauf qu'il venait de se faire réélire sur la promesse du contraire. D'accord. Ses slogans de campagne, c'était « He kept us out of war ». Il nous a maintenus hors de la guerre, il nous a gardés hors de la guerre, donc grâce à lui, on n'est pas en guerre. Donc évidemment, il était gêné. Et donc, qu'est-ce qu'il veut faire? Eh bien, il a une idée qui est d'agir pour retourner l'opinion publique. Puisque l'opinion publique était très majoritairement en faveur de la paix et ne voulait pas l'entrée en guerre des États-Unis en Europe. Okay. Et qu'est-ce qu'il va faire pour ça? Il ne va pas user d'arguments, comme on peut le faire souvent en politique, où voilà, on présente des idées, on essaye de convaincre. Non, pas du tout. Il a fait ça de façon beaucoup plus sournoise. Il a créé une commission qui s'appelait la commission Creel, du nom du journaliste qui la dirigeait, qui l'animait. Et cette commission a été composée de gens au profil assez bizarre, non pas de hauts fonctionnaires, comme c'est souvent le cas pour les commissions gouvernementales. Pas du tout. Non, il y avait dedans des artistes, des publicitaires, et puis un psychologue du nom de Edward Bernays, qui se trouve être le neveu de Freud. D'accord. Et puis ces gens-là ont réfléchi à comment agir pour retourner l'opinion. Et ils ont commencé à élaborer toutes sortes de choses, d'actions dans tous les sens. Ils ont publié des écrits, ils ont été jusqu'à faire des films de long métrage, ils ont fait des affiches, ils ont organisé des événements publics. Tout ça pour diffuser quoi? Pour diffuser de fausses informations qui distille dans la population des émotions fortes, essentiellement basées sur la peur ou la colère, de façon, par les émotions, en fait, à débrancher un peu le mental, on pourrait dire, le néocortex des personnes, et pour que les gens, du coup, adhèrent ensuite et soient même demandeurs de l'entrée en guerre du pays. Oui. Ça a été très loin. Donc je peux te citer, si tu veux, une affiche. Oui, par exemple, parce que ça ressemble vraiment à de la propagande. C'est la propagande. Il y a une affiche sur laquelle on avait dessiné un soldat allemand qui embrochait des bébés avec sa baïonnette. Voilà. Et ça va loin. Et voilà, et il disait, faut arrêter cette brute épaisse, quoi, par exemple. Voilà. Bon, c'était écrit de toutes pièces. Jamais, à ma connaissance, de soldats allemands n'avaient embroché de bébés belges en 1917 ou avant. Quoi. Voilà. Mais évidemment, c'est révoltant, quoi. Donc, on imagine les émotions que ça a pu distiller dans la population. Puis, ils ont beaucoup utilisé les journalistes aussi. Ils les ont utilisés. Alors ils ont pas mal arrosé. Pour ça, ils leur offraient des voyages, etc. Enfin bref, pour les convaincre, ils leur donnaient de faux documents, de fausses informations. Ils ont créé une agence de presse dédiée à cela. Enfin, c'est allé très très loin dans un pays démocratique. On parle des États-Unis. On parle pas de la Corée du Nord, quoi. Et donc ça a marché. Et au bout d'un moment, le peuple a réclamé l'entrée en guerre des États-Unis. Et ça a fonctionné. Donc après la guerre, la commission Creel a été dissoute. Et le principal membre de cette commission, avec Edward Bernays, le neveu de Freud, était quand même très très fier de ce qu'il avait réussi à faire au sein de cette commission. Il s'est dit, mais moi je vais continuer, mais cette fois-ci je vais continuer en me mettant au service du privé. Et au service essentiellement des grandes multinationales américaines. Et il a eu un succès énorme. Dont il était très fier. Il a publié plusieurs livres, dont un assez connu qui s'appelle Propaganda, dans lequel il explique très... On sent qu'il est très fier de dire que finalement les gens sont stupides, le peuple est stupide, donc il n'y a pas de gêne à avoir à le manipuler pour faire en sorte que le peuple pense comme il faut penser, quoi, finalement. Et donc voilà, c'est aux gens plus éduqués de décider pour eux, quoi. Donc, je ne sais pas si tu veux que je te raconte un exemple peut-être de ce qu'il a pu faire. Oui, un exemple. Et puis effectivement, est-ce que ça a été quand même le point de départ de l'utilisation massive de la propagande, ou il y a eu d'autres exemples ailleurs?
écoute, je suis pas un historien de la propagande. Mais ça, la propagande a existé tout le temps. Mais la seule chose, c'est que là, on est vraiment dans la manipulation, on n'est pas dans l'influence. C'est-à-dire, l'influence, elle est omniprésente, je dirais, et c'est normal. Et tout le monde influence tout le monde. J'irais même plus loin. Il est pour moi impossible de ne pas influencer quelqu'un. Tu vois, tu arrives, tout à l'heure, on se croise, tu avances vers moi pour me faire la bise, bah, tu m'as influencé, parce que du coup, je me suis penché vers toi et je t'ai fait la bise. Tu vois, bah, c'est l'influence, c'est pas forcément voulu, mais on passe notre temps à s'influencer mutuellement. Et c'est OK, je dirais, c'est OK tant que chacun de nous garde son libre arbitre. Et en fait, le problème de la manipulation, qu'elle soit individuelle d'ailleurs, ou la manipulation des masses, c'est qu'on conduit une personne à agir ou à prendre des décisions qui sont contraires à son intérêt, voire même contraires à ses valeurs. Donc là, c'est pas de l'influence, c'est grave. D'accord ? Donc, ça pose aussi cette grande question de où est la vérité finalement. Oui, tout à fait, parce que lorsque toi, si je ressens une émotion de colère en voyant l'image d'un soldat allemand qui embauche un bébé, bah, cette émotion, elle est réelle. D'accord, elle est réelle pour moi, c'est ma vérité, c'est ce que je ressens vraiment et je suis sincère par rapport à ça. Et si je ne sais pas que l'image qui me donne cette émotion est fausse, a été créée de toutes pièces, dans le but d'induire en moi cette émotion qui va elle-même générer mon jugement et donc une pensée de ma part, en fait, je perds totalement ma liberté. Oui, complètement. Je voulais donner un exemple, excuse-moi, je t'avais coupé du coup, Laurent, sur des exemples de propagande après qui ont été faites. Parce que ce qui est vraiment intéressant de comprendre dans cette affaire, c'est de voir que ces techniques de manipulation des masses, et je dis bien des masses, ont été utilisées et sont toujours utilisées par de très grandes entreprises pour servir leurs intérêts. Et en l'occurrence, je peux citer un exemple, il y en a d'autres dans le bouquin, mais il y a un exemple que je trouve quand même assez incroyable. Il y a une grande entreprise américaine qui s'appelle United Fruit Company. D'accord, donc comme son nom l'indique, c'est une multinationale d'agroalimentaire qui était gênée, ça devait être dans les années 20, je crois, qui était 20 ou 30, je ne sais plus, enfin, peu importe, qui était très gênée par l'arrivée au pouvoir d'un politique tout à fait démocratiquement élu au Guatemala. D'accord, il y avait un président démocratiquement élu. C'était un petit pays d'Amérique centrale démocratique. Mais ce président gênait les intérêts de cette multinationale, notamment parce qu'il envisageait de nationaliser certaines terres, etc. Donc c'était gênant pour cette multinationale américaine. Donc elle se paye les services d'Edward Bernays, qui a l'idée, en fait, une fois de plus, de jouer sur l'opinion publique. Et l'opinion publique américaine. Donc en fait, il a créé une agence de presse, une fois de plus, diffusant des informations totalement bidons. Pour avoir les journalistes avec lui, il leur offrait des voyages, enfin voilà. Il avait déjà de la pratique. Il avait de la pratique, voilà, il savait comment ça marchait, quoi. Et au final, en fait, il a diffusé des informations selon lesquelles ce président nouvellement élu était un communiste, un dangereux communiste qui menaçait les Américains sur leur propre sol, en fait. Il a réussi à induire une vraie peur dans la population, et c'est allé très très loin, puisque finalement les gens ont commencé à paniquer et à réclamer une action du gouvernement américain, qui a fini par avoir lieu. En fait, le président a mandaté la CIA, qui a fomenté un coup d'État au Guatemala, donc en dehors du sol américain, pour faire tomber ce président démocratiquement élu et mettre à la place un dictateur issu d'une junte militaire. Ça a généré une guerre civile qui a duré, je crois, 20 ans. Il y a eu 400 000 morts. Enfin voilà, c'était catastrophique. Oui, mais, sitôt au pouvoir, le dictateur en place a tout de suite restauré l'intérêt de la United Fruit Company, qui était donc bien satisfaite. Et puis le peuple américain était content, ils étaient rassurés, puisqu'on s'était débarrassé du méchant communiste qui n'en était pas un. Oui, c'est ça. Alors tu cites Machiavel, qui dit « S'appuyer sur la peur est le meilleur moyen de conduire les gens à renoncer à leur liberté ». C'est ça, celui qui contrôle la peur des gens devient maître de leurs âmes. C'est ça ? Oui, tout à fait. Et là, on a tout compris, parce que l'être humain, tout à l'heure je parlais de la différence entre les humains et les animaux, et Rousseau en parlait très bien. Et bien, ce qui nous distingue, c'est notamment le fait qu'on a tous 3 couches dans le cerveau, la couche reptilienne, donc le siège de la peur, de l'instinct de survie, etc. Il y a la couche limbique, le siège des relations, des émotions. Et puis il y a le néocortex qui nous fait réfléchir, d'accord ? Et le problème, c'est quand on joue au niveau limbique ou au
niveau reptilien, d'accord, en faisant en sorte qu'on se sente menacé, qu'on ait peur de mourir, par exemple, et bien du coup, en fait, ces cerveaux-là, ces couches-là du cerveau deviennent prépondérantes par rapport au néocortex. Donc en fait, on ne peut plus penser librement parce qu'il y a une urgence en nous qui est de réagir. Et quelque part, le cerveau est bien fait d'ailleurs, parce que en effet, s'il y a un danger, s'il y a le feu, il ne faut pas réfléchir 15 000 heures pour savoir qu'est-ce que je vais faire, quoi. Il faut réagir. C'est une question de survie, d'accord ? C'est ça. Voilà, sauf qu'on peut jouer avec ça, quoi, évidemment. Et à ce moment-là, les gens ne réfléchissent plus posément, ils obéissent à leur instinct, quoi. Alors dans ton roman, il y a ces deux un peu héros, on va dire, qui se répondent, justement, qui va partir dans la peur et puis petit à petit, on va dire, insidieusement adhérer à tout ça. Et puis l'autre qui est un peu comme une espèce de super conscience, c'est-à-dire que voilà, il est un peu le poil à gratter, qui va aller comprendre le mécanisme justement de nos peurs, etc. Alors comment faire ? C'est une question qu'on peut se poser. Quand on sent qu'on part dans quelque chose, on a l'impression que c'est pas très net tout ça. Qui croire, où est la vérité, comment bien m'informer, comment aussi identifier mes peurs et garder mon libre arbitre. Comment est-ce qu'on peut faire ? C'est pas évident. Non, c'est pas évident. Moi, je dirais que l'un des éléments, c'est d'aller rechercher de l'information. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si je suis en proie à des peurs qui commencent à avoir un effet sur ma vie, dans ma vie, il faut que je me documente pour savoir si l'objet de mes peurs est justifié ou pas, en fait. Pour revenir sur l'exemple qu'on a tous traversé par rapport au virus, moi j'ai une grande chance qui est de ne pas regarder la télévision, mais pas du tout. Ça n'existe pas dans ta vie, quoi. Donc moi, quand le virus est apparu, comme tout le monde, j'étais un peu inquiet, quoi, parce que un virus qui est apparemment très contagieux, qui est inquiet, donc je me suis renseigné. Mais j'ai pas vu d'image, moi, à la télévision. J'ai pas vu d'image, j'ai pas vu d'image de cercueil, j'ai pas vu d'image de service réanimation débordé, j'ai pas vu tout ça. J'ai pas vu les gens en train de mourir, j'ai pas vu de mort, j'ai rien vu tout ça. Donc ma peur était très modérée. Mais ça a suscité quoi en moi ? Un besoin de recherche d'informations. Donc je me suis documenté. À l'époque, le taux de mortalité était de 0,8%. Je crois qu'aujourd'hui, il est de 0,56%. Bon, je me suis dit, ok, il n'y a pas de quoi paniquer, quoi. C'est 2 fois plus contagieux que la grippe. Aujourd'hui, c'est quasiment aussi contagieux que la grippe. La grippe est à 0,50 de mémoire. Donc c'est quasiment pareil, quoi. Bon, je me suis dit, j'ai jamais eu peur de la vie de ma grippe, quoi, de la grippe. Donc pourquoi est-ce que j'aurais peur du Covid, quoi. Alors maintenant, c'est beaucoup plus contagieux que la grippe. Donc évidemment, ça fait plus de morts. Bien sûr. Et c'est un vrai problème au niveau sociétal, puisque ça a engorgé les hôpitaux, etc. Mais néanmoins, à titre individuel, je me disais, bon, je survivrai au Covid comme j'ai survécu aux grippes que j'ai pu avoir dans mon existence. Du coup, j'ai pas paniqué, quoi. Donc, pour répondre à ta question, ce qui m'a permis de rester serein dans ce contexte, qui était pourtant effrayant pour beaucoup de gens, c'est l'information. D'accord ? J'ai cherché une information. Et une information, c'est neutre. Voilà, c'est un taux, c'est neutre. Tu vois, c'est ni bien ni mal. C'est objectif. Et à partir de là, je décide si vraiment il faut que je panique ou pas, quoi. C'est ça. Donc ça, c'est vrai dans la vie par rapport à plein de domaines, je dirais. Quand si on ressent une peur, en tout cas par rapport à des informations véhiculées par les médias, avant de savoir si vraiment je mérite d'avoir peur et d'agir pour me protéger, aller à la recherche de l'information. Mais c'est pas évident d'avoir l'information. C'est pas toujours facile. Moi, pour ce livre, par exemple, j'ai dû faire beaucoup de recherches. Faut faire un tri. Oui, et puis tu parlais de Montaigne tout à l'heure. Philosopher, c'est apprendre à mourir. Et cette pandémie nous a rappelé que nous étions mortels, qui est quand même un sujet quand même éminemment tabou. Oui, tout à fait, complètement, oui, tout à fait. Et je l'ai souvent exprimé précédemment dans d'autres livres, c'est un sujet central dans la vie. Est-ce que pour moi, on peut vraiment apprécier la vie à partir du moment où on accepte notre mort ? Ça peut sembler paradoxal, mais c'est à partir du moment où je suis, pour moi, en paix avec l'idée de mourir. Et je ne sais pas quand, en plus. Ça peut être dans 3 minutes, ça peut être dans 30 ans. Pas maintenant. On va finir le podcast. Pas avec nous. Et si je suis en paix avec cette idée, à ce moment-là, je peux vraiment savourer la vie, quoi. Mais être en paix, c'est aussi en avoir conscience. C'est pas être dans le déni de la mort. C'est pas juste, la mort me fait pas peur parce qu'en fait, j'oublie d'y penser. Ça, là, c'est le divertissement pascalien. Je vais tout faire pour oublier, tu vois, je vais m'agiter. Non, pas du tout. Avoir conscience de la mort, du fait qu'elle existe, qu'elle fait partie de la vie, et l'accepter sereinement. Intéressant. Alors, tu cites aussi à de nombreuses reprises le linguiste Noam Chomsky, qui est une référence qui est vraiment présente dans ton roman. Qu'est-ce qui t'a vraiment intéressé dans ses analyses, dans sa vision globalement ?
Alors, je ne suis pas déjà un disciple de Noam Chomsky, je tiens à préciser, parce que je n'adhère pas à toutes ces thèses, d'accord. Néanmoins, il faut rendre au personnage d'avoir fait un travail exemplaire dans un cadre universitaire sur la manipulation des masses, sur l'ingénierie sociale. C'était le premier à dénoncer les malversations de toutes ces multinationales essentiellement américaines pour manipuler tout le monde au détriment des intérêts aussi bien individuels que collectifs. Oui, ce qui l'inquiète d'ailleurs pour l'avenir de nos démocraties. Oui, tout à fait. Chomsky dit la manipulation est à la démocratie ce que la matraque est au régime totalitaire. Oui, c'est ça. Alors, tu cites aussi Roderick qui démontre qu'il est impossible pour une nation d'être en même temps souveraine, mondialisée et démocratique, qu'elle peut seulement réunir 2 de ces 3 éléments, mais jamais les 3 ensemble. Ça, c'est vraiment intéressant. Alors, ça, c'est un élément essentiel. Danny Roderick, c'est un grand économiste turc. Qui intervient notamment aux États-Unis, très reconnu. Il a le prix Leontiev, qui est vraiment le top du top chez les économistes. Enfin, c'est pas n'importe qui. C'est un grand économiste. C'est vraiment une référence. Et en fait, Danny Roderick a fait des travaux très très intéressants qui démontrent qu'en fait, il y a 3 éléments qui sont incompatibles. Il y a la mondialisation, ou plutôt ce qu'il appelle l'hypermondialisation, donc ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Il y a la souveraineté nationale pour un pays, et puis la démocratie. Et lui explique que ces 3 éléments sont tout à fait incompatibles. Et donc, si on veut en sauver un ou en sauver 2, il faut en sacrifier un 3e. Et donc, le choix qui a été fait dans plusieurs pays, puisque tout le monde veut garder une souveraineté nationale, et c'est légitime, et Danny Roderick le dit lui-même, dans la mesure où nos dirigeants sont étroitement liés aux intérêts de très grandes entreprises, qu'elles soient américaines ou pas d'ailleurs, ou autres, et que ces entreprises ont terriblement besoin de la mondialisation pour asseoir leur pouvoir, eh bien, en fait, les dirigeants de la plupart de nos pays dits démocratiques ont en fait renoncé sans le dire à la démocratie. Et ça, il faut le comprendre, et il y a plusieurs manières de renoncer, en fait. La démocratie, c'est quoi ? La démocratie, c'est le peuple qui, à un moment donné, par son action, par son vote, mais aussi par des négociations, je pense aux négociations syndicales, par exemple, eh bien, en fait, pousse à la création de lois ou de règles ou de normes. D'accord ? C'est ça, la démocratie. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est remplacé par quoi ? Par des règles qui émanent directement des grandes multinationales. Et notamment, il faut bien le dire, c'est pas l'anti-américanisme primaire de ma part. Comme tu sais, je me suis beaucoup formé aux États-Unis. Il y a beaucoup de choses que j'aime dans ce pays. Mais force est de constater qu'il y a beaucoup de multinationales américaines qui exercent un lobbying très intense dans différents pays, et notamment surtout en Europe, pour que les lois correspondent à leurs intérêts, servent leurs intérêts. Et du coup, on tombe dans un système où finalement, c'est le marché, entre guillemets, le marché au sens économique du terme, qui fait la loi, plus que le peuple. Alors en soi, une économie libérale, c'est pas forcément mauvais. Le problème, c'est qu'il y a plus de quand il n'y a plus de garde-fous. C'est pas mauvais, surtout qu'un autre modèle qu'on connaît, c'est l'économie dirigée, n'est-ce pas, communiste, qui est pas une solution non plus. Voilà, on a vu ce que ça a donné, ça donne pas envie non plus. Mais là, en fait, dans l'hypermondialisation, le problème, c'est que c'est le marché qui fait la loi. Je vais donner un exemple concret. Prenons un pays comme la France. D'accord, il y a eu de longues négociations salariales, par exemple, sociales, au fil des décennies, en tout cas depuis un bon siècle, qui ont abouti à une certaine protection sociale, qui ont abouti à des choses comme la sécurité sociale, à une retraite, par exemple, pour tous, à une couverture maladie, etc. D'accord, et tout ça, évidemment, un coût qui est sur le dos des sociétés, puisque évidemment, c'est aux sociétés de payer ça, dans la mesure où on a fait le choix, qui est d'ailleurs un peu discutable, selon moi, mais c'est un autre débat, d'asseoir ces taxes sur les salaires. C'est discutable parce que du coup, ça fait peser des charges très importantes sur les salaires. Ça aurait pu être sous forme d'autres taxes ou impôts, mais on a choisi en France que ce soit sur les salaires. Donc une entreprise qui emploie des gens, elle paye des salaires et elle paye des charges sociales, mais qui sont élevées. Il faut savoir que la part payée par le salarié, c'est à peu près 20%, et la part payée par le patron, c'est 42%. Donc ça fait à peu près 62% de charges sociales sur un salaire. Quand vous touchez 100 € en net, en fait, ça a coûté 163 €. Vous voyez, c'est juste énorme. Mais c'est le fruit de négociations salariales, d'une volonté politique du peuple, d'accord ? Donc ça, c'est la démocratie. Okay ? C'est un coût. Okay ? Et ça pose pas de problème tant que toutes les entreprises sont logées à la même enseigne.
D'accord ? Voilà, si tu as une entreprise, je sais pas moi, de textile qui est en concurrence avec une entreprise de textile du département d'à côté, vous battrez à armes égales parce que vous payez les mêmes charges sur les salaires. Ok ? À partir du moment où il y a hypermondialisation, ça veut dire qu'on fait tomber les frontières, notamment au niveau des droits de douane. Ça veut dire que ta petite entreprise de textile, elle va être en concurrence avec une autre entreprise, par exemple une multinationale américaine qui va tout faire fabriquer au Bangladesh, où ils vont payer les ouvriers beaucoup moins cher qu'en France, et en plus avec quasiment zéro charge sociale. Là où toi, tu vas payer 62% sur les salaires nets que tu verses aux gens. Donc tu comprends vite que c'est juste pas tenable, quoi. Tu peux pas tenir. Donc tu vas très vite avoir le choix entre déposer le bilan ou alors délocaliser. C'est ça. Ce que font la plupart des entreprises. Partout, il y a les entreprises, il y a aussi des le problème de la rideaux de fer mondialisation. Voilà, c'est ça. Et donc, et à ce moment-là, la norme, ça devient quoi ? Mais ça veut dire que quand tu travailles dans le textile, en fait, il va falloir que tu t'expatries, que tu ailles au Bangladesh. Enfin, en tout cas, un ouvrier du textile, aujourd'hui, il est plus français. Hein, il est indien ou chinois ou autre. Et il bénéficie pas d'une retraite, il bénéficie pas d'une sécu. Donc, finalement, c'est cette hyper-mondialisation qui vient rogner nos lois qui ont été voulues par le peuple. Je dis même pas qu'elles sont bonnes ou mauvaises, c'est pas la question. Elles ont été choisies par le peuple. C'est le fruit de longues négociations. C'est la loi du marché qui va remplacer ça. Ouais. D'ailleurs, c'est une question que tu poses. Est-ce qu'on jouit encore de nos droits civils et politiques ? Oui. Mais oui, c'est une vraie question qu'on peut se poser. Je pense que c'est intéressant de se la poser. Oui, c'est ça. Alors, dans ce roman, tu continues de porter un regard philosophique sur nos existences, et tu nous enjoins vraiment à prendre conscience du pouvoir qu'on a entre nos mains. Qu'est-ce qu'on a du coup comme pouvoir réellement à ton avis ? Qu'est-ce que les philosophes ont à nous dire sur le sujet, justement, de ce pouvoir, de cette souveraineté finalement qu'on a en tant que citoyen ? Mais écoute, c'est une excellente question parce que ça me semble important que chacun se réapproprie son pouvoir. Parce que moi, ce que j'entends parfois, sont des personnes qui sont un peu défaitistes et qui disent « mais de toute façon, on n'y peut rien. » On peut rien faire. On peut rien faire, c'est pas nous qui décidons. On voit bien que de toute façon, quel que soit notre vote, ça change rien. Mais en fait, c'est pas hasard. D'ailleurs, si ça change rien, parce qu'une fois de plus, aujourd'hui, ce sont pas nos élus qui font la loi, je dirais. Vous voyez, ce qui font les lois, ce sont les règles du marché. Parce que si on ne s'adapte pas aux règles, on meurt. Oui. Voilà, donc c'est le marché qui fait la loi. D'accord ? Mais néanmoins, il ne faut pas être défaitiste, parce que le pouvoir, il est encore entre nos mains. Il est entre nos mains de façon qui peut sembler très humble, et pourtant c'est un pouvoir énorme, au niveau de nos choix de consommation, nos choix de vie, mais ça on le sait bien, mais notamment de consommation. C'est-à-dire ces géants américains dans tous les domaines, pas seulement dans le textile, l'exemple que je donnais, dans tous les domaines, en fait, ils nous proposent leurs produits. Et à un moment donné, c'est mon choix d'acheter auprès de ces gens-là ou pas. Tout comme c'est mon choix quand je vais acheter mes légumes, de les acheter auprès d'une multinationale qui gère le supermarché à côté de chez moi, ou d'aller sur le marché, c'est souvent le mercredi ou le samedi, pour l'acheter auprès d'un maraîcher, que je vais faire vivre à cette occasion, et qui du coup gagnera aussi bien mieux sa vie parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire. On sait bien que quand sa production est achetée par une grande enseigne de supermarché, il est exploité, il a du mal à joindre les deux bouts. Donc lui, il gagnera plus sa vie. Moi, ça ne va pas me coûter plus cher d'acheter mes légumes au marché ou au supermarché. Voilà, ça c'est un exemple. Ça peut sembler anecdotique, mais en fait... c'est voter avec son portefeuille. Oui, mais exactement. Et en fait, le pouvoir, il est là, parce que le pouvoir de ces multinationales, il vient de leur argent, et leur argent, c'est le nôtre en fait. C'est nous qui le leur donnons. On a souvenir de cette parole de Coluche. Il suffirait que les gens arrêtent d'acheter ces produits pour qu'elles ne soient plus produites. Je ne sais plus ce qu'il disait, quelque chose comme ça. Enfin voilà, il suffirait. Alors c'était une forme d'appel au boycott déguisé, ce qui est interdit. Alors là, on n'est pas en train d'appeler au boycott, mais on dit c'est un choix. Oui, c'est un choix, voilà. Voilà, donc chacun peut faire ce choix. Alors parfois, ce choix est un peu coûteux aussi, parce que parfois, le fait d'acheter quelque chose produit localement, par exemple, ça coûte plus cher, c'est vrai. C'est vrai. Alors moi j'ai quand même aussi beaucoup étudié ces sujets du bio, de l'écologie à petit budget. Il y a quand même aussi beaucoup de livres qui sont sortis sur des familles vraiment petit budget qui arrivent. Alors évidemment, c'est des gens qui n'achètent pas forcément de soda, qui consomment pas forcément plusieurs télévisions, etc. Et donc leur choix se reporte sur des légumineuses de qualité et tout ça. Donc après, c'est aussi une question de priorité dans nos choix. Oui, tout à fait. Mais ça, je suis complètement d'accord. Et puis notre budget, pour notre budget, se pose aussi la question de comment on le répartit. Voilà, moi, comme tu le sais, je mange bio depuis une
une quinzaine d'années à peu près, quoi. Et je pars en vacances moins loin. Alors ça me va, parce que j'ai une conscience psychologique que j'avais pas autrefois, quoi. Du coup, de toute façon, je culpabilise dès que je mets les pieds dans un avion et même dans ma voiture, quoi. Mais c'est vrai que moi, je pars en vacances plutôt à côté de chez moi, enfin pas très loin, tu le sais. Ouais. Et alors qu'avant, voilà, moi, j'hésitais pas à sauter dans un avion pour aller à l'autre bout du monde pour un oui, pour un non, quoi. Je le fais plus, quoi. Mais c'est un budget, en effet. Le fait de manger bio, moi, ça me coûte quand même plus cher que d'acheter n'importe quelle cochonnerie au supermarché du coin. C'est un choix, voilà. C'est ça, c'est un choix. Ouais. Alors évidemment, dans ton roman, tu poses cette question absolument centrale de la liberté et de où s'arrête ma liberté fondamentale quand finalement c'est pour mon bien-être ou celui des autres. Tu poses toutes ces questions-là. À quel moment, en fait, pour me mettre en sécurité, je suis prêt ou prête finalement à payer le prix de ma liberté? Oui. Jusqu'où allons-nous ? Eh bien, en fait, chacun de nous a un certain nombre de valeurs. Toi, tu as la cité deux, finalement, la liberté, la sécurité. On peut citer l'honnêteté, la justice. Enfin, voilà, on a en nous une constellation de valeurs. Et en fait, même si on ne s'en rend pas forcément consciemment compte, elles sont hiérarchisées. On a une échelle des valeurs. D'accord ? Donc, certaines d'entre elles sont plus importantes que d'autres. Moi, ce que j'évoquais tout à l'heure d'entrée de jeu en répondant à ta première question, c'est que la liberté est pour moi essentielle. Donc c'est pour moi, dans mon échelle de valeur, la liberté, elle est peut-être pas tout là-haut, mais elle est vraiment très haut placée, quoi. D'accord ? Parce que pour moi, elle est essentielle à l'être humain, elle caractérise notre essence, notre nature. Donc chacun a une échelle de valeur. Et en fait, le problème lorsqu'on est manipulé, notamment par des images télévisuelles qui induisent en nous des peurs, c'est que sans qu'on s'en rende compte, ça bouleverse notre hiérarchie des valeurs. C'est comme si on donnait on envoyait une boule dans un jeu de quilles, tu vois, ça bouleverse tout ça en fait. Et donc si à un moment donné, voilà, tu avais la valeur sécurité qui avait un certain positionnement et la valeur liberté un autre positionnement, le fait de jouer sur ta peur et d'induire en toi des peurs qui ne correspondent pas à un vrai danger, d'accord, et donc qui vont donner une place importante à cette peur, et ça va générer en toi un besoin de sécurité. Et du coup, ce besoin de sécurité va remonter dans ton échelle des valeurs jusqu'à peut-être dépasser le niveau de ta valeur liberté, quoi. Et à ce moment-là, tu seras prête à renoncer à ta liberté pour plus de sécurité, y compris sur des sujets qui ne le mériteraient pas. Parce qu'il n'y a pas de mal, je dirais, en soi, dans l'absolu, à renoncer un peu de liberté pour plus de sécurité. Moi-même, je suis le premier à accepter cette idée. D'accord ? Mais tout est une question de degré, quoi. Oui. Et là, le problème, et on l'a bien vu avec cette crise du Covid, c'est qu'on est allé très très loin dans la privation de liberté, et ça ne se justifie absolument pas en termes de sécurité. Là vraiment, une fois de plus, si on ressort les chiffres, on se rend compte que non, il n'y avait pas de raison qui justifiait cela, quoi. C'est ça. Mais c'est vraiment intéressant parce que tu démontres dans ton livre ce mécanisme, et c'est tellement insidieux avec ton héros qui se pose en fait toutes ces questions. Au début, il rechigne un peu, on va lui imposer ceci, cela, puis au fur et à mesure, on voit bien que oui, il trouve ça normal. C'est bien, c'est pour le bien de tous. Et puis finalement, c'est aussi pour mon propre bien. C'est ce que tu dis. On sent que son échelle de valeur est en train vraiment d'être complètement bouleversée. Il ne s'en rend pas du tout compte. Il ne se rend pas compte. Et puis aussi, au bout d'un moment, on s'habitue. Donc on s'habitue à des mesures liberticides et ça nous semble une nouvelle normalité, quelque part. Ouais, et jusqu'au jour où on se réveille et dans un pays où on n'est plus tout à fait libre, quoi. Mais quelque part, ça nous semble un peu normal. Surtout si on a le sentiment que grâce à ça, on est plus en sécurité. Oui. Alors c'est vrai que ça peut nous entraîner dans une forme de torpeur, voire même de déprime. On l'a vu, il y a de plus en plus de gens déprimés. Comment sortir de cette torpeur ? Le réveil, justement, est-il possible ? A-t-il commencé ? Et puis, est-ce qu'on peut aller vers quelque chose aussi de pacifique et non violent, quelque part, qui est la voie toujours intéressante ? Ah oui, forcément. Pour ça, moi, je trouve qu'il faut revenir en contact de sa vérité intérieure. Quand je dis vérité intérieure, c'est pas je reste seul avec moi-même, je me dis que j'ai raison, je me coupe des autres. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est plus par rapport à une notion d'intuition. Enfin, tu sais, on en avait parlé lorsque tu m'avais invité pour parler de mon précédent roman, L'intuition. On a tous en nous cette capacité d'avoir des réponses par rapport au monde extérieur en écoutant nos ressentis. Voilà, et c'est vrai par rapport à, je sais pas, un virus qui débarque, parce qu'on en parle, mais c'est vrai par rapport à n'importe quoi d'autre. Se dire, ok, il se passe ça, comment je le sens ? Quelle est selon moi la bonne décision ?
qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je peux avoir confiance ou pas. C'est se reconnecter à soi-même, en fait. C'est très important parce qu'une fois de plus, la peur, en fait, c'est quelque chose d'assez vicieux qui nous sort de notre corps pour nous emmener dans notre tête. Parce que la peur, c'est dans la tête que ça se passe, quoi. C'est quelque chose qui naît dans la tête. Alors après, ça peut avoir des effets dans le corps, hein, puisque évidemment, on sait, par exemple, si on a, je sais pas moi, le trac, on peut se mettre à trembler, par exemple. La peur va se manifester dans le corps, mais elle naît dans la tête. C'est ça. D'accord. Et donc, quand on induit en nous des tonnes des peurs, ce sera par exemple par des images mentales. Donc, ça rentre dans notre cerveau, quoi. Ok. L'intuition, c'est le contraire. En fait, l'intuition, ça part du corps. Donc en fait, j'oublie ma tête et pour avoir accès à ces intuitions, c'est tout un apprentissage. Il faut débrancher, entre guillemets, son cerveau pour être à l'écoute des subtiles manifestations de l'intuition dans notre corps. Savoir qu'est-ce qu'on ressent dans notre ventre, quels sont ces ressentis subtils. Et c'est comme ça en fait, qu'on rentre en contact avec soi-même et avec l'information. Oui. D'accord. Et donc ça, cette démarche en soi, d'ailleurs, nous libère de la peur parce qu'on quitte le cerveau. Quand on quitte la tête, on rentre dans le corps. Ok, et du coup, j'en ai oublié ta question, ma chère Anne. Non, c'était la question sur... tiens, moi aussi, j'ai oublié ma question, décidément. Je t'écoutais, c'était passionnant. Non, ce qui me venait... Non, mais tu as répondu en partie à la question, mais en t'écoutant, effectivement, sur cette peur, je me disais, est-ce que, quand tu retraçais l'historique de la propagande, il y avait quelque chose vraiment de conscient, d'instrumentaliser les foules. Je me suis quand même demandé, dans cette pandémie, si un certain nombre de dirigeants dans le monde, sans parler que de la France, etc., n'étaient pas eux-mêmes sous une forme de peur qui fait que parfois on agit pas forcément de la bonne manière parce qu'on n'est plus très objectif non plus. Alors il peut tout à fait y avoir ça, ouais. Hein, et évidemment c'était la première fois que les dirigeants politiques étaient amenés à gérer une pandémie et je pense que personne n'aurait aimé être à leur place, donc évidemment. Mais moi je peux pardonner les erreurs d'ailleurs. Mais je peux aller loin dans le pardon des erreurs. Parce que je ne suis pas parfait, j'attends pas les autres qu'ils le soient. Ouais. En revanche, j'ai beaucoup plus de mal à pardonner la manipulation. Ouais, bien sûr. En fait, il faut savoir, parce que tout à l'heure on donnait ces exemples de manipulation orchestrés par des entreprises privées. Déjà, moi j'ai envie de dire que les exemples que je donnais avaient un siècle, mais c'est toujours d'actualité. C'est-à-dire aujourd'hui, les techniques de manipulation d'Edward Bernays sont enseignées dans les grandes universités, notamment américaines, que vont fréquenter les futurs dirigeants des multinationales. Et puis elles sont aussi enseignées, alors là, moyennant finance, moyennant vraiment des gros cachets aux politiques du monde entier à travers des cabinets de conseil américains. Je peux citer un exemple. Si on a tout petit peu de temps, prends un cabinet comme McKinsey, par exemple, dont on a un peu parlé en France. Oui, on en a légèrement parlé ces derniers temps. McKinsey a été mandaté par deux laboratoires pharmaceutiques américains. T'as jamais travaillé pour eux, toi? Parce qu'à une époque, t'étais le profil idéal pour aller bosser chez McKinsey. Sans doute, oui. En tout cas, en jeune recrue pour eux. Donc, ils ont été mandatés par deux labos pharmaceutiques américains, on dit les Big Pharma, n'est-ce pas? Donc Johnson & Johnson, qui est connu en France sous la marque Janssen, ils ont fait un vaccin anti-Covid d'ailleurs. Et puis Purdue, d'accord? Et pourquoi ils ont été mandatés par ces laboratoires? Parce que ces laboratoires avaient mis au point des médicaments à base d'opiacés, des médicaments antidouleurs. Okay. Et la FDA, Food and Drug Administration, qui délivre les autorisations de mise sur le marché, on appelle ça MM en France, avait donné une autorisation seulement auprès des adultes. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'il y avait évidemment un risque de dépendance qui est accru auprès des adolescents. Sauf que le marché des adolescents était quand même très juteux, donc c'était intéressant pour ces deux grands laboratoires de refourguer leur camelote aux adolescents. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mandaté McKinsey, qui a réfléchi à comment influencer la FDA pour obtenir ça, et ils l'ont obtenu. En effet, ça a été une grande victoire de McKinsey. On comprend pourquoi leurs honoraires sont si élevés, ils sont très compétents. Donc ils ont obtenu de référencer le médicament pour les adolescents, et puis ils sont allés plus loin, parce que ces laboratoires savaient bien que ça allait rendre en effet les adolescents indépendants, et que donc les parents de ces adolescents allaient en parler à leur médecin. Donc là aussi, il fallait agir. Et donc là, McKinsey a pensé à tout un argumentaire à mettre à disposition des médecins. Donc ils ont diffusé ça dans tous les États-Unis pour répondre aux parents. De mémoire, c'était les arguments du genre non, mais c'est pas que votre enfant est accro, c'est pas qu'il est dépendant, c'est juste que c'est sous-dosé, quoi. Ouais. Voilà, donc le bilan... c'est devenu dramatique. C'est à peu près 450 000 morts, quoi. D'accord, donc 49 États américains sont en procès contre Johnson & Johnson et Purdue, et aussi McKinsey. McKinsey s'est libéré au moins d'une partie des poursuites judiciaires en faisant un chèque. Il y a toujours ce moyen aux États-Unis. Ils ont quand même fait un chèque de 573 millions de dollars
pour se libérer d'une partie des procès, quoi. Voilà, c'est ça. C'est un exemple de manipulation orchestrée par ces cabinets, mais qui agissent dans le monde entier. Hein. Donc, dans le monde entier, on les voit agir auprès des gouvernements dans plein de pays, presque un peu partout, pour servir les intérêts de certains de leurs clients. Et là, on est aussi dans le conflit d'intérêts, quoi. C'est vraiment des liens incestueux. À tous les niveaux, mais oui. Moi, je sais que l'année dernière, ça m'amusait de noter le nom des médecins qui prenaient la parole. Alors, non pas à la télévision, parce que tu l'as compris, je ne regarde pas la télé, mais à la radio, par rapport à toutes ces questions de Covid, de vaccins, etc. Et à chaque fois que j'entends le nom d'un médecin, j'allais voir, faire une petite recherche sur lui et pour voir, en fait, il y a moyen de savoir, hein, tu sais, quels sont les éventuels conflits d'intérêts, en fait. Et il y en avait partout, à chaque fois, quoi. Ouais, s'ils sont conseil d'administration. Voilà, c'est ça. Ils ont touché de l'argent de tel labo pharmaceutique pour telle action. Tu vas voir tel médecin qui prend la parole pour défendre le sucre alors que c'est un diabétologue, et tu te rends compte qu'il a été payé par je sais plus quel laboratoire pharmaceutique qui donne un médicament contre le diabète. Enfin, c'est juste hallucinant, quoi. Ouais, c'est ça. Alors justement, ma question m'est revenue, c'était comment sortir de sa torpeur. Et là, tu nous reparles aussi de la nature, que je sais que tu aimes beaucoup. Et c'est aussi une façon, quand on se reconnecte à son intériorité, peut-être que la nature peut nous aider aussi à le faire. Ça, j'en suis absolument convaincu. Moi, je vais souvent dans la nature, notamment pour me recentrer, tu vois, lorsqu'il y a soit une mauvaise nouvelle ou un événement qui me décentre un peu. Je vais dans la nature et je sais pas si c'est le fait de me ressentir juste un élément parmi un grand tout, tu vois, et finalement revenir à ma place, quoi, tu vois, me libérer de mon ego quelque part pendant quelques instants, quoi. Mais en tout cas, dans la nature, oui, on retrouve une paix avec soi-même. Donc on se libère de cette fameuse torpeur dont tu parles, et puis on se donne une chance d'être en contact avec sa vérité intérieure, une fois de plus, donc de savoir par rapport à telle ou telle décision, tel ou tel événement, qu'est-ce que je dois faire finalement, quelle est la meilleure solution, qu'est-ce que je dois faire, quelle décision je dois prendre. Et ça, on le ressent en soi quand on arrête de réfléchir, en fait. C'est quelque chose qu'on ressent en soi. Comment rester justement positif et voir des perspectives finalement assez réjouissantes dans un contexte comme celui-là ? Parce que, après tout le mal qu'on a dit de tous ces événements, quand on prend de recul, moi je trouve que la marche du monde va plutôt dans le bon sens, quoi. En fait, il y a quelque chose qui est un peu caractéristique de notre époque, quand je prends du recul sur les 50 dernières années, c'est que je trouve qu'il y a énormément... la très grande majorité des gens évoluent bien, je dirais. Les gens sont beaucoup plus gentils qu'avant, plus altruistes. Il y a beaucoup plus d'éveil des consciences. Il n'y a pas photo aussi entre aujourd'hui et il y a 40 ans. Et 40 ans, moi j'avais 15 ans, je me souviens des gens, c'est pas pareil, si tu vois. Et en même temps, j'ai envie de dire, en parallèle, le mal se développe aussi, le mal entre guillemets, se développe aussi. C'est un petit peu comme si, voilà, il y a deux mouvements qui prenaient de l'ampleur. Mais qu'on a en nous, parce qu'on a le mal et qu'on a en nous, forcément. Mais moi, je veux rester confiant, je veux rester optimiste, et c'est essentiel d'ailleurs de tout point de vue. Donc je suis absolument convaincu que voilà, c'est le mouvement positif et l'éveil des consciences qui va l'emporter, quoi. Mais je pense que, et en même temps je dis ça, mais je sais aussi que le mal existera toujours sur Terre, et peut-être que c'est nécessaire. D'ailleurs, peut-être que le bien n'existerait pas s'il n'y avait pas le mal, quoi. C'est un peu comme l'envers de la même pièce. Peut-être que le bien a besoin du mal pour pouvoir exister, quoi. J'aimerais bien que tu nous racontes cette anecdote, la délicieuse du pêcheur grec rencontrant un touriste américain à la terrasse d'un café de bord de mer, là, qui nous rappelle de profiter finalement du moment présent. Oui, alors c'est un touriste américain qui prend un café, en effet, à une petite terrasse en Grèce. Il y a un pêcheur à côté de lui, et puis au bout d'un moment, il s'adresse la parole. Il lui dit « tu fais quoi dans la vie ?»« Moi, je suis pêcheur. »« Ah bon, mais pourtant tu travailles pas là ?»« Oh oui, mais moi j'ai pêché ce matin, donc là cet après-midi je me repose, je sirote un petit verre d'ouzo, quoi. » Et là, le touriste américain lui dit « tu devrais travailler aussi l'après-midi. » Tu dis, pourquoi faire, quoi. Je lui dis, tu gagnerais deux fois plus d'argent. Enfin, tu pêcherais 2 fois plus de poissons, tu gagnerais 2 fois plus d'argent. Là, le pêcheur lui dit, oui, mais pourquoi faire ?
Et le gars lui dit, en fait, après, tu pourrais t'acheter un deuxième bateau et tu embaucherais des pêcheurs qui travailleraient pour toi. L'autre répond invariablement, voilà, mais pourquoi faire Donc, l'histoire se prolonge comme ça et à la fin, l'Américain s'énerve, lui dit, mais enfin, voilà, après, tu serais richissime et puis finalement, eh bien, tu pourrais juste profiter de la vie. Et profiter de la vie, c'est tu irais pêcher un petit peu tranquillement le matin et puis tu passerais ton après-midi à la terrasse d'un café à boire un ouzo tranquillement. Et voilà, tout ça pour ça. Excellent. Et tu la racontes dans ton roman. J'aimerais, avant de terminer ce podcast, peut-être que tu nous donnes un peu ta vision sur cette période. Est-ce que pour toi, l'humanité vit une grande métamorphose quand même ? Est-ce qu'on est vraiment à une période un peu cruciale de l'humain ? Alors, en positif, justement, cette période du Covid, je pense, a conduit à un certain nombre de changements tout à fait favorables. Parce que, notamment grâce, entre guillemets, au confinement, même s'il a été dur à vivre pour beaucoup de gens, néanmoins, le fait de se débrancher de la vie habituelle nous a permis de sortir du quotidien, de sortir de ces rails sur lesquels beaucoup de gens se trouvent sans trop se poser de questions. Ils avancent, un peu la tête dans le guidon, quoi. Et là, c'était un arrêt un peu forcé, quoi. Un petit peu comme une méditation, imprévue qui nous est tombée dessus. Et je pense que, je suis même convaincu, parce que je l'ai observé, il y a énormément de gens qui ont pris conscience d'un certain nombre de choses, et notamment à niveau individuel. Ils ont parfois réalisé que leur vie professionnelle ne les satisfaisait pas, et ils ont pris des décisions pour en changer, ils ont parfois changé de lieu de vie. Il y a énormément de gens, par exemple, qui ont quitté les grandes villes pour aller dans des lieux, soit dans les petites villes, soit carrément dans la nature, pour se rapprocher de l'essentiel, qui ont pris de belles décisions dans leur vie et qui sont plus heureux aujourd'hui. Donc je pense que ça a été une parenthèse finalement qui aura eu aussi des effets positifs. Aussi pour toi, parce que c'est vrai que normalement, je dirais que d'habitude, tu nous as habitués à un rythme de tous les 2 ans pour un roman, et là, il est sorti du coup plus tôt, donc ça t'a inspiré aussi moi, j'étais en train d'écrire un autre roman dont j'ai interrompu l'écriture pour écrire Le Réveil, mais très rapidement. Je l'ai écrit d'un seul jet en 3 mois. Il a jailli, quoi. Il a jailli, voilà. Du lever au coucher 7 jours sur 7. Quand tu es en écriture, tu es en immersion totale. Oui. Et alors, du coup, tu as repris le précédent ? J'ai repris le précédent, tout à fait. Alors, j'imagine qu'il y a autre chose qui... Même toi, certainement, tu as été bouleversé aussi par la pandémie. Est-ce que tu sens que ton écriture, tes idées ont été modifiées par cette expérience déjà de ce livre du réveil et puis par ton vécu ? Alors, je ne sais pas si ce livre que je suis en train de préparer aura été modifié par la pandémie. C'est pas sûr. Mais moi, comme tu le sais, je prends mon temps pour écrire mes romans, à part Le Réveil. Je prends 2 ans et demi. Et en fait, pourquoi ? Parce que j'aime laisser les idées maturer et j'aime me laisser la possibilité aussi de changer d'avis, de voir les choses différemment. C'est là, moi, je suis totalement immergé dans le sujet de mon roman, quoi. Ça veut dire que quand je dis immergé, c'est là, je vais lire des tas de choses autour de ça. Vraiment, je vais me plonger dedans. Je ne lirai que des essais, des livres qui traitent de ce thème-là. Et donc, ça me permet aussi de faire évoluer mon point de vue, quoi. Et puis aussi de faire évoluer tout simplement les scènes, sur le plan dramaturgique. Parfois, les premières idées qui viennent à l'esprit sont des lieux communs ou des idées un peu faciles. Et quand on laisse le temps aux choses, parfois, après quelques mois, on se dit, oui, finalement, cette scène que j'aimais bien, pourtant, en fait, il y a moyen de la rendre un peu meilleure, quoi, en la visitant différemment, quoi. Donc j'aime prendre mon temps. Ouais, c'est ça. Puis tu repasses dessus, tu vis vraiment avec tes personnages. Oui, je suis très plongé. Enfin, pour moi, mes romans, c'est comme des films. Je vois les personnages, je vois les scènes. Je suis très visuel. Je suis au cinéma, en fait, quand j'écris. Ouais, on les voit très bien au cinéma. D'ailleurs, c'était vraiment le cas dans Intuitio, où je t'avais même posé la question. Je me souviens, est-ce que tu étais retourné à New York pour avoir cette vision si précise de l'écriture ? Et tu m'avais dit non, parce que je m'en souvenais. Oui, c'était en moi. Ouais, c'était vraiment en toi, parce qu'il y avait une précision des rues, des immeubles, de cette navigation, on peut dire, parce que c'est vraiment une navigation dans New York, Intuitio. Et c'était assez frappant. Très bien, Laurent Gounel, merci infiniment. Est-ce qu'il y a un dernier message peut-être que tu as envie de nous faire passer avant qu'on rende l'antenne ? Oui, moi j'ai envie d'inviter à la confiance, parce qu'après ces propos qui peuvent être un peu inquiétants, je dirais, moi je pense que c'est vraiment intéressant d'être dans un état de confiance. Et quand je dis confiance, c'est pas seulement confiance en soi, c'est confiance en soi, en effet, en ses ressources, en ses capacités à s'adapter à un monde parfois complexe et difficile, on l'a vu, mais c'est aussi, néanmoins et malgré tout, confiance dans la marche du monde, confiance dans l'univers, se dire que de toute façon, il y a des choses qui nous échappent, et que voilà, à un moment donné, se dire que les choses iront dans le bon sens, quoi. Et ça me semble essentiel, en fait. Et je pense que la confiance en soi, d'ailleurs, et la confiance en l'univers sont assez indissociables.
C'est une manière de se mettre dans le flot aussi. Oui, complètement. De prendre le courant. Oui, tout à fait, tout à fait. Sans se laisser emporter pour autant. Voilà. Merci infiniment, Laurent, d'avoir fait souffler ce vent de liberté sur nos ondes. Je rappelle le titre de ton nouveau livre, Le Réveil, qui est très très bien accueilli par ses lecteurs. Tu as vraiment un public très fidèle qui te suit, qui est chez Calman Levy. On peut retrouver toute ton actualité, tes signatures de livres, tes conférences sur ton site internet www.laurentgounel.com. Merci Laurent. Merci Anne. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Retrouvez en librairie mon livre issu du podcast Métamorphose éveille ta conscience, 33 rencontres essentielles pour être soi aux éditions Erol, ainsi que mon tout nouvel oracle du Scarabée d'or chez le même éditeur. Et enfin, pour nous soutenir, participer au cercle de discussion ou rencontrer en direct nos invités, rejoignez dès maintenant la tribu Métamorphose à l'adresse patreon.com/métamorphose. Merci. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.